avant que le ciel s'éteigne. Écrit par Stephen Creeks, consultable gratuitement sur stephencreeks.com. Chapitre 6. Quand je sortis de l'infirmerie, c'est le froid qui me frappa en plein visage. Il ne neigeait plus, mais il faisait un froid d'hiver, alors qu'on était en août. Dehors, Maurice fumait, adossé au mur. Quand il me vit, il me fit un petit signe. Il dort toujours ? Oui, répondis-je. Le thiopental l'a mis au tapis. J'ai jamais vu quelqu'un résister au barbiturique comme lui. Je relèverai le capitaine Daniels dans 1 heure. Le colonel me tendit une cigarette et me lança son briquet. J'en grillai une en regardant le ciel, un ciel sans nuages, sans étoiles. À quoi vous pensez, Grant ? Je tirai une bouffée, le cœur encore serré. Permission de parler franchement, mon colonel ? Grant, bordel. On parle vrai depuis Anderson, alors me fais pas chier. J'y crois pas. Maurice planta ses yeux dans les miens. Putain, ses yeux me faisaient flipper. Tu n'y crois pas ? Ou tu veux pas y croire ? Tout ce qui se passe depuis hier est incroyable, mais ce qu'il dit sur la Terre, ce qui va arriver... Pourquoi il me mentirait ? Je sais pas. Je me dis que c'est exactement ce que les Russes pourraient propager comme idée. Dans quel but ? Faire diversion. Ils ont inventé cette histoire de fin du monde pour nous faire baisser la garde et nous cueillir à froid. Il eut un sourire bref, presque triste. Un coup des Russes, hein ? Suivez-moi, Grant. Le vent glacé nous fouettait les oreilles, charriant une odeur métallique, celle qu'on sent juste avant un orage, sauf qu'il n'y en avait aucun à l'horizon. On longea le bâtiment administratif, puis une rangée de baraquements plongeait dans une semi-obscurité. La base semblait endormie, mais j'entendais quelque chose, un ronronnement sourd, électrique, comme un générateur poussé trop fort. Et plus on avançait, plus ce son me vrillait les tympans. Maurice s'arrêta devant un hangar massif, le hangar 7. Une bâtisse jamais utilisée, du moins pas officiellement. 2 soldats en tenue NBC montaient la garde, masques à filtre vissés sur le visage. Quand ils nous virent, ils se redressèrent aussitôt et ouvrirent les lourdes portes coulissantes. On entre sans tenue ? On travaille pas ici, Grant. Et puis, les gars portent ça parce qu'ils flippent. Ils pensent que la combinaison va les protéger. Il n'y a plus de radiation depuis ce matin. Ni ici, ni sur les zones A et B. Ça aussi, c'est incompréhensible. La radioactivité, c'est comme évaporer. Regarde ça, et dis-moi si ce que tu vois te fait penser aux Russes. J'entrai derrière lui. Une bouffée d'air saturé d'ozone et de produits chimiques nous frappa. Le vacarme venait de l'intérieur. Au centre du hangar, posé sur un immense plateau tracté par des chars, reposait l'appareil de Carter. Sous les projecteurs, je voyais enfin les détails qui m'avaient échappé la nuit dernière. La chose était immense, une sorte de boomerang géant ou de ray manta des abysses qui aurait été coulé dans un métal inconnu. Mais le plus perturbant, c'était sa texture. Nos avions brillent, ils renvoient la lumière. Lui, non. Il était d'un noir mat, absolu. Il buvait la lumière des projecteurs sans rien rendre. Le cockpit n'était qu'une légère bosse sur le dessus, à peine visible. Les entrées d'air des réacteurs ? Je mis 1 minute à les trouver. Elles étaient cachées sur le dessus, 2 fentes étroites, invisibles d'en bas. Quant aux tuyères d'échappement, il n'y en avait pas. Juste des grilles plates à l'arrière, au-dessus de l'aile. Et aucune dérive. Pas de queue, rien pour le stabiliser. Autour, des équipes en combinaison anti-radiation s'activaient. Certains prenaient des relevés gégères, d'autres des photos. Plus loin, on tentait de découper une portion de la coque, sans succès. La scie circulaire grinçait contre le métal sans même laisser une trace. Maurice s'approcha, les bras croisés. Il a fallu 2 chars, un bulldozer et un hélico du Nevada pour le ramener ici.
La terre autour, Grant, elle était vitrifiée sur 3 centimètres, comme du verre. Un phénomène inconnu. Je n'arrivais pas à détacher mon regard de l'appareil. Malgré la puissance des projecteurs, cette masse sombre ressemblait à une immense pierre tombale. La forme n'a rien d'aéronautique. Pas de fuselage, pas d'aile, pas de dérive. On dirait un fer de lance. Un truc pensé pour fendre l'air, réduire la traînée. Et cette coque, on dirait qu'elle est d'un seul bloc. Pas de rivet, pas de panneau, pas de ligne d'assemblage. Rien. On pourrait même pas en faire une maquette. Et les Russes ne valent pas mieux que nous. Ils savent même pas faire voler une fusée 10 minutes sans la faire exploser. Il marqua une pause. Alors oui, je le crois. Parce qu'il n'a aucun intérêt à nous mentir. Et je crois qu'il vient du futur. Il nous a donné des détails crédibles, sans rien cacher. Crédibles, même si on ne comprend pas tout. Et ce qu'il dit sur le soleil est terrifiant. Mais ça pourrait être vrai. Ça pourrait être vrai. Cette idée me traversa comme une lame froide. Je me rappelai tout ce que Carter nous avait dit, chacun de ces putains de mots. Et ces paroles me hantent encore aujourd'hui, des années plus tard. Il était allongé sur son lit, le regard fixé dans un point que nous ne pouvions pas voir. Sa voix tremblait. Il parlait du futur comme on parle d'un cauchemar qu'on n'a jamais vraiment quitté. C'était plus douloureux pour lui de s'en souvenir que pour nous de l'entendre. J'avais appris à l'école que le Soleil devait durer encore 4 milliards d'années. On avait tort. En 2083, il était en train de mourir. Certains scientifiques tentaient de nous alerter, mais personne ne voulait les écouter. Quand j'ai été sélectionné par la NASA, en 2080, un groupe m'a approché. Il se faisait appeler les Gardiens. Il eut un sourire triste. Au début, j'ai cru que c'était une secte, une de plus. Je me trompais. Ces gens-là ne croyaient pas, ils savaient. Ce n'était pas une hypothèse pour eux. Toute vie était condamnée à disparaître. C'était une certitude. Ils m'ont convaincu d'entrer sur leur liste, la liste de ceux qui survivraient quand tous les autres mourraient. J'ai accepté. Ma femme et ma fille sont sur cette liste. Qu'est-ce qui vous a convaincu, Carter? Ce n'était pas une seule preuve. C'était une accumulation de données scientifiques. Des preuves qu'on ne pouvait pas ignorer ou contester. Ils m'ont montré des radiohéliogrammes. Juste une zone noire au bord du disque solaire. Presque rien. Ce presque rien, c'était un trou noir. Il s'était formé près du Soleil. Un trou noir de la taille d'une pomme, mais de la masse de la Terre. À cette distance, poursuivit Carter, il allait perturber le cœur du Soleil, accélérer les réactions de fusion. Le Soleil devait devenir 2 ou 3 fois plus lumineux et... Stop! Carter, attendez. J'ai du mal à vous suivre. Un trou noir, c'est quoi au juste? Carter resta silencieux une seconde. Il semblait chercher ses mots. Un trou noir, c'est une étoile morte. Pas n'importe quelle étoile. Une qui s'est tellement effondrée sur elle-même qu'elle est devenue plus petite qu'un grain de poussière. Il plaça son pouce et son index à quelques millimètres. Et pourtant, elle pèse plus que l'Everest. Une étoile tellement compacte que rien ne peut en sortir. Pas même la lumière. Attendez, vous êtes en train de me dire qu'il existe une espèce d'étoile qui aspire la lumière? Elle n'est pas aspirée, elle est piégée. Rien ne peut en sortir. Ni la lumière, ni le son, ni la matière. C'est comme un puits sans fond dans l'espace. Et ce puits s'est formé trop près du Soleil, bien trop près. À une distance où il agit comme un parasite, un cancer au cœur de l'étoile. Je sentis un frisson remonter dans mon dos, une sueur froide. Et ça a accéléré la mort du Soleil? Oui, sergent. Le trou noir n'a pas éteint le Soleil comme on souffle sur une bougie. Il l'a vidé de son énergie. Dès qu'il s'est formé,
Il a tout de suite perturbé la mécanique du soleil. Il s'étouffait de l'intérieur. Il est devenu plus chaud, plus instable. On a commencé à repérer des variations anormales dans son flux lumineux. De petites choses au début. Mais ensuite, tout s'est accéléré. Accéléré? Comment? Carter soupira. Se rappeler tout ça était visiblement douloureux pour lui. Vers 2083, les instruments ont commencé à enregistrer une augmentation de luminosité qu'aucun modèle ne pouvait expliquer. 2%, puis 3, puis 10. C'était comme si le soleil ne nous réchauffait plus, mais commençait à nous brûler, chaque jour un peu plus. À ce moment-là, les gouvernements tentaient encore de rassurer. Cycle naturel, aucune inquiétude. Quand la vérité est devenue impossible à cacher, il était déjà trop tard. Les rivières se sont taries. Les récoltes ont brûlé sur pied en une semaine. Et le niveau des océans a commencé à descendre à vue d'œil. On pensait que ça prendrait des millénaires. Ça a pris quelques mois. Je sentis un froid terrible dans mon ventre. C'est à ce moment-là que j'ai reçu le signal. Un message codé sur mon téléphone. Je m'y étais préparé. Je devais tout quitter, prendre mes bagages, passer chercher Laura et Lily, ma femme et ma fille, et nous diriger vers un site sécurisé, souterrain. Cellar 1. C'est exactement ce qu'on a fait. Dans ce refuge, il n'y avait pas que des êtres humains, il y avait aussi des animaux. Les gardiens avaient imaginé ce sanctuaire comme une espèce d'arche de Noé, un endroit où survivre, un temps. Il demanda de l'eau. Je m'empressai de lui en donner. Après ça, nous avons suivi la fin de l'humanité à la télévision. Les premières zones côtières ont perdu des dizaines de mètres d'eau, puis des centaines. La vapeur saturait l'atmosphère. Les nuits étaient plus chaudes que les jours. La pluie tombait, brûlante. Et alors là, les gens ont compris. Et tout s'est effondré. Des vols, des émeutes, des meurtres, des viols. Les voisins qui s'entretuaient pour un verre d'eau. Les villes devenaient des brasiers. Les gouvernements n'arrivaient plus à suivre. Même l'armée n'a pas tenu. Les soldats ont déserté pour retrouver leur famille. Il n'y avait plus personne aux commandes. Maurice restait figé, les mains crispées sur les hanches. Et après ça? Après ça, le soleil est mort. Enfin, il s'est effondré. On pensait qu'il deviendrait une géante rouge dans des milliards d'années. Mais le trou noir l'avait affaibli. Il a tout brûlé plus vite. Puis il s'est replié, comme une ampoule qui claque. Et le ciel s'est éteint. C'est une expression de ma fille, Lily. Des cristaux de glace se formaient déjà dans l'atmosphère. Les gens gelaient sur place. Un hiver permanent. Les journalistes ont raconté les événements jusqu'au bout, peut-être dans l'espoir que leurs derniers mots seraient conservés quelque part. Et puis, plus rien. Plus de signal. Plus rien. Il releva la tête. Nous étions seuls. Peut-être une centaine d'hommes et de femmes. Les derniers humains vivants sur une terre morte. Un silence pesant s'abattit. Nous digérions les informations de Carter sans réussir à y croire. Maurice se racla la gorge. À quoi ressemblait votre abri? Il fallait une zone géologiquement stable, profonde, isolée, construite en secret des décennies plus tôt pour une poignée d'humains. Un abri colossal, enterré si loin qu'aucun changement climatique, aucune irradiation ne pouvait l'atteindre. Ils appelaient cet endroit Cellar 1. Nous avions tous été sélectionnés. Il y avait des scientifiques, des ingénieurs, des médecins et leurs familles. Les gardiens m'avaient choisi pour mes capacités de pilote. Où se trouve ce Cellar 1? Quelque part en Antarctique. Je ne connais pas la position exacte. On a rejoint une base côtière en bateau, puis on a fini le voyage en hélicoptère.
comme tous les autres. Carter, tout à l'heure vous avez parlé d'une mission. Vous pouvez nous en dire plus ? Il se tourna vers moi. Oui, comme je vous l'ai dit, j'ai été sélectionné parce que j'étais un des rares humains capables de piloter un Suncor. Il faut une résistance physique et des capacités intellectuelles bien au-dessus de la moyenne pour piloter cet appareil. J'ai été adapté pour ça. Adapté ? Oui, je suis un regen. Avant ma naissance, mes parents ont choisi de me donner un patrimoine génétique de synthèse pour survivre à la cryostase, pour encaisser les vitesses de la Q-Wave et pour d'autres choses, tout ce dont j'aurais besoin pour devenir astronaute. Je sentis un haut-le-cœur. Modifier un être humain ? Comme on bricole un moteur ? C'était contre nature. Comment des parents pouvaient faire ça à leurs enfants ? Créer des Frankenstein, cette idée me faisait vomir. Cela coïncidait avec le rapport de Daniels, la structure osseuse compacte, la viscosité du sang, sa force décuplée. Carter s'interrompit. Ses yeux se remplirent de larmes. Et c'est pour ça que les gardiens m'ont sélectionné. Ils avaient une idée complètement folle, désespérée. Mais c'était notre seul espoir, vivre à nouveau à la surface, à l'air libre. Un espoir que je viens de foutre en l'air en m'écrasant près d'une base américaine, en 1955. Carter resta un moment silencieux, comme s'il n'avait plus de mots. Ses épaules s'affaissèrent. Il semblait rétrécir sous le poids de tout ce qu'il venait de dire. Il porta une main à son front. Je suis tellement fatigué, tellement. Ses paupières se refermèrent d'un coup. Un instant, j'ai cru qu'il allait s'évanouir. Maurice fit un pas en avant, hésita, posa finalement une main sur son épaule. « Ça suffit pour aujourd'hui, Carter. Reposez-vous. On parlera de votre mission demain. » Carter ne répondit pas. Sa respiration était régulière. Il était juste en train de dormir. J'étais resté près de lui un long moment, ébranlé par ses confidences, avant de sortir de l'infirmerie et de retrouver Maurice dehors. Mais le calme de l'infirmerie semblait désormais très loin. Ici, planté au milieu du hangar, je fixais cet appareil d'un autre temps. Cette coque noire, ce design impossible. Tout concordait avec l'histoire de Carter. Je sentis mes dernières certitudes s'effondrer. Maurice avait raison. Carter ne mentait pas. Il venait vraiment du futur, aussi incroyable que cela puisse paraître. Il a parlé d'une mission, mon colonel. D'après vous, c'était quoi comme mission ? Maurice soupira, longuement, les yeux perdus dans le vide. « J'en sais foutre rien, Grant. Ramener la lumière sur la Terre, j'imagine. Mais je ne sais pas comment il devait s'y prendre. » Comment on peut rallumer le soleil ? On ne rallume pas une étoile, Grant. Quand elle meurt, elle devient une naine blanche. Fin de l'histoire. C'est ce que j'ai retenu des cours d'astronomie à l'école militaire. Des cours dont je me foutais pas mal à l'époque, vu qu'on nous promettait que le soleil en avait encore pour 5 milliards d'années. Un bruit de pas précipité, résonnant contre le métal du hangar, nous interrompit. Un jeune soldat surgit de l'ombre, le souffle court, et se figea au garde-à-vous devant le colonel. Maurice lui rendit son salut, agacé. « Que se passe-t-il, Bradford ? Repos. » Le soldat resta raide. Il était livide. « Mon colonel, je reviens du site A. L'équipe de récupération ont rassemblé les débris du deuxième crash. » « Oui, et alors ? Accouchez !»« Il s'est passé quelque chose, mon colonel. Les débris que nous avions marqués, les morceaux de fuselage, ils ont disparu. » « Comment ça a disparu ? On vous a volé le matériel ? » Non, mon colonel, ils se sont volatilisés. Les étiquettes de marquage sont toujours au sol. Mais au milieu, il n'y a plus rien. Plus une trace. Comme si l'appareil n'avait jamais existé.